Shut up and sit down. Salut tout le monde, Guy Baillargeon, l'épisode 61, 5e saison de Ensemble, on va plus loin, mon podcast immobilier. Puis il y a des fois, on fait des spéciales. Puis aujourd'hui, c'en est tout un spécial. Je reçois aujourd'hui Stéphane Goyette, qui est spécialiste en préparation physique pour hockeyeurs du niveau hockey mineur jusqu'à professionnel. Donc, Stéphane Goyette, entrepreneur et président fondateur de Goyette 360. Et tu as aussi ta chaîne YouTube, ainsi qu'un podcast qui s'appelle On jase hockey. Oui. C'est bien ça. Bienvenue à l'émission, Stéphane. Merci, merci. Je suis vraiment content de te recevoir. En fait, c'est grâce à la bonne intervention, si on veut, de Véronique Girard, en fait, qui nous a mis en contact. La première fois, on s'est rencontrés il y a quelques années. Et puis, je te suivais, tu sais, et je sais que son fils a fait beaucoup de préparation physique avec toi, a suivi tes camps et tout ça. Puis, en fait, il y a quelques jours, Véro m'a suggéré, elle dit, il me semble que ça ferait un bon match, tu sais. Fait que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai pas de doute, là. On verra. On verra. Mais écoute, encore une fois, je te souhaite la bienvenue à Ensemble, on va plus loin. Lorsqu'on s'est parlé en pré-entrevue, il y a eu une phrase que tu m'as dite, puis ça m'a vraiment touché. Tu m'as dit... moi, sans les jeunes, là, je serais nulle part. Tu m'as dit à peu près comme ça. Là, je serais pas là. Donc, là, ensemble, on va plus loin. J'ai compris que vraiment, je dis que c'est une spéciale aujourd'hui. On ne parle pas d'immobilier, mais on va aller au cœur des humains, puis on va aller vraiment toucher à ce qu'il y a de plus important, en fait. C'est l'entraide, le mentorat, le leadership, le manque de volonté, la malbouffe. Tu sais, je vais aborder plein de sujets, pas pour faire la leçon à personne, mais je veux surtout qu'on parle de ton parcours, Stéphane. Parce que je pense, pour avoir écouté quelques entrevues que tu as données, on va souvent te poser des questions sur « Ouais, mais moi, tu sais, j'ai... Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire, moi? » Puis c'est l'intervieweur un peu bedonnant qui te demande ça. Tu sais. Alors, là, aujourd'hui, moi, je veux plus que tu me parles de ton parcours parce que j'ai aucun doute qu'il est fort intéressant et inspirant. Puis c'est de ça que je voudrais... tu sais, puis on pourrait peut-être commencer. La mission de ton entreprise, quelle est la mission que tu as donnée à cette entreprise-là, qui est Goyette 360? Bien, en fait, pour être honnête, là, ça a pris une tournure différente. Puis aujourd'hui, je te dirais, bizarrement, après 5 ans, là, Ouais. je sais vraiment ma mission. OK. Puis c'est vraiment l'accompagnement d'athlètes. L'accompagnement des jeunes aussi, là, mais je veux dire l'accompagnement d'athlètes parce que peu importe le sport que tu fais, Oui. il y a le côté... Moi, je m'occupe du côté athlète. OK. Alors, ce côté-là, nous autres, on fait l'accompagnement maintenant, comme tu l'as dit tantôt, on a dit hockey mineur, mais quand on parle de hockey mineur, des fois, c'est 7-8 ans. Oui. Ça commence à 7-8 ans jusqu'à... Il n'y a pas de fin. J'ai même des adultes qui ont 30-40 ans qui jouent encore au hockey, mais qui désirent être en bonne forme physique pour être capables de faire leur sport. Alors, nous autres, Oui. même mission à Goyette 360, c'est l'accompagnement des athlètes à travers leur sport pour les aider justement à performer longtemps sans blessure, etc., puis d'avoir un bon cheminement. Là. Wow! Mais c'est vraiment inspirant. Et d'ailleurs, tu le dis, il n'y a pas d'âge. Cet été, Goyette 360 offre un camp d'été aux adultes Oui. qui va durer une dizaine de semaines, je crois. Oui. Mais dis-moi, on est combien au Québec
Je m'exclus, hein? Écoute, il y a Je veux revenir c'est au hockey des de milliers, garage. C'est sans, combien? sans 50 blague. 000? Ah oui, c'est des milliers et milliers. Je Wow. l'avais dit, j'avais regardé à un moment donné un Comme résultat. 50 000 ou 60 000 50 000, 60 000 adultes qui jouent au hockey dans les ligues de garage. Tu sais, puis tranquillement, ben, la préparation physique fait son chemin parce que, bon, les blessures. Puis, tu sais, avant, quand Oui. on est jeune, là, de nous, en tout cas, je parle de ceux qui ont 40, 50 ans, Oui. Ceux qui jouaient au hockey à l'époque, Oui. ben, on jouait au hockey parce qu'on aimait ça. En vieillissant, on a décidé de continuer à jouer au hockey pour se mettre en forme. Ben là, tu arrives à un certain âge où il faut que tu sois en forme pour jouer au hockey. Tu sais, tu le ressens un peu plus, là. Fait que- Tellement bien dit. Là, s'il vous plaît, là, revenez en arrière de 20 secondes. Là. Non, mais peux-tu le répéter? Ben c'est ça. Maintenant, là, il faut se mettre en forme pour être jouer. capable de jouer au hockey. Tu sais. C'est bon. Là, tu joues au hockey, t'es raqué 2-3 jours. Ouais. Quand t'es longtemps sans jouer, puis tu recommences ta saison, parce que là, t'as ta saison d'hiver, ben t'es raqué pour longtemps. Puis des fois, ce qui est plate, ben c'est les blessures, parce que les blessures, tu sais, autant ça t'empêche de faire ton sport, mais ça peut t'empêcher de travailler. Ben, tout à fait. Ça peut nuire à ton quotidien, tu sais. Fait que c'est important quand même de prendre soin de ça, tu sais. Puis à la base, ben moi, ma phrase ultime, c'est tout le temps, ton corps, c'est ton seul véhicule que tu vas avoir à la vie, à la mort. Fait que fais-y donc attention selon ce que tu veux faire. Tu sais, moi, si je prends mon auto, c'est le seul auto que j'ai. Si je décide de faire de la course, ben je vais m'occuper de mon auto puis la mettre en ordre pour être capable de faire de la course plutôt que juste d'aller me promener en campagne. Fait que les besoins sont différents, puis il faut être conscient de ça. Tu sais, on l'oublie un peu. Si notre body, je suis capable, je vais faire ci, je vais faire... Non, puis c'est important d'en prendre soin. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on vit de plus en plus vieux. Tu sais, on n'arrête pas de dire le 40 d'aujourd'hui, c'est le 30 d'hier. Oui. Mais tout de même, tu sais, ça reste que c'est une réalité maintenant, puis les gens sont plus conscients, puis ils sont pas juste plus conscients que de leur corps puis du bienfait, mais conscients aussi de la santé puis de comment je veux vieillir. tu sais. Qualité de vie. Exactement. Fait que là, ça prend tout son sens, puis les gens commencent à être plus conscients de ça. Puis c'est le fun parce que ça veut dire qu'il y a un bon bout de fête, tu sais. Il y a un bon bout de pas... Tu sais, je regarde le titre propagande, bien, c'est un peu ça, tu sais. En même temps, faut propager ça, puis que les gens prennent conscience de ça. Puis c'est plus facile après, en tant qu'adulte, quand tu le fais, de toi aussi le transmettre à tes enfants. Tu sais, fait que c'est une suite logique. Tout à fait, tout à fait. Oui, ben d'ailleurs, tu te faisais remarquer propagande. En fait, on est dans les studios de propagande. Propagande est une heureuse initiative de 3 personnes, JF Tremblay, Cédric Paré et Julian Fraser. Donc, on est dans les studios de propagande ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, d'où est enregistrée l'émission. Et ça me fait te demander, Stéphane, c'est quoi le premier sport avec lequel tu es venu en contact quand tu étais tout jeune? Là? Ben, c'est le hockey. Tu sais, Comme le hockey, c'est notre les- sport les national, Québécois. comme tous les Québécois. Puis très jeune, mon père, c'était un amateur de hockey. Pas un joueur de hockey, mais un amateur de hockey. Puis lui m'a inscrit bien jeune. J'ai commencé comme à 3 ans à jouer au hockey, puis je déplaçais de l'air. Puis il OK. fallait, tu sais, dans le temps, il fallait bouger, là, tu sais. Ouais. Il y avait pas... personne ne savait si c'était TDAH ou pas. Tu sais, exemple, ben là, c'était fallait que ça bouge, puis il fallait bouger. Fait Oui. que j'ai fait ce sport-là bien jeune. Puis je te dirais que ça a été le hockey longtemps seulement. Puis, quand j'ai arrivé à peu près à l'âge de... J'étais arrivé à l'âge d'à peu près 7, 8 ans, 9 ans, j'ai commencé à jouer au baseball l'été. Oui. Nous autres, on n'avait pas d'argent pour avoir un chalet dans le Nord. OK. Fait que moi, j'habitais en ville, j'étais un gars de Montréal. Fait que le sport, pour nous autres, c'était... L'hiver, c'était le hockey, puis l'été, c'était le baseball. OK. Ouais. Tu étais dans quel quartier? À Montréal? Ben moi, j'habitais à Saint-Henri. oui, OK. Ouais, dans l'ouest de Montréal. Oui. Puis j'ai grandi là, puis j'ai fait le tour. Tu sais, je te dirais que ça a été Saint-Henri-Verdun, Côte-Saint-Paul, OK. etc. Le Villemort en vieillissant. Là. Oui. Et puis, tu sais, c'est pour nous autres, ben en ville, c'était comme un incontournable si tu voulais bouger. Il fallait que tu fasses du sport. là, Absolument. tu sais, Le terrain de balle d'été, l'aréna c'est de ça. bar. C'est ça. Puis ça faisait partie intégrale de toute l'affaire. Tu sais, Et- c'était comme ça que ça marchait, la plupart, tu sais. Et oui, les patinoires extérieures. Oui, puis il y en avait beaucoup, tu sais, dans tous les parcs de baseball, tu te trouvais avoir une patinoire extérieure, tu sais, fait que c'était pas banal d'aller jouer au parc à tous les jours pour nous autres, là. Puis tu sais, il y avait pas de... On s'entend, nous autres, ben, je parle pour moi, en tout cas, on n'avait
on n'avait pas de jeux vidéo. Non, Fait non. que c'était clair que la première chance que tu avais de sortir, tu voulais sortir. Puis bien souvent, c'était à la patinoire du coin que je me ramassais ou au parc de baseball. C'est bon, ça. Puis, toi, je veux dire, t'as joué au hockey. Mais t'as-tu joué au-delà de... T'as-tu joué dans Bantam? Oui, t'as bien, j'ai joué. T'es allé midget? Oui, j'ai joué jusqu'à junior. OK. Mais moi, j'étais un joueur de petite taille. Hein, fait que j'étais pas... À l'époque, là, fallait que tu sois grand et gros. Puis t'avais beau être bien bon, mais tu sais, le passage d'un petit joueur, c'était hyper rare. Ah, OK. Fait que j'ai joué jusqu'à junior. Puis après junior, j'ai pris, je pense, 1 an ou 2 off. Puis ça m'a tellement manqué, le hockey. Puis là, je suis revenu dans mes ligues de garage. Puis j'ai joué de ligues de garage compétitives, etc. Donc, puis après, en vieillissant, là, je me disais, ça me tente plus de jouer compétitif à ce point-là. Là. Je suis parti, puis j'ai joué dans des vrais beer leagues qu'on appelle avec des chums. Puis vraiment, des fois, on jouait, c'était 22 chums, 22 chums, puis on splittait les équipes quasiment. Là, puis on allait jouer ensemble. Fait que, puis même encore aujourd'hui, je le joue de cette façon-là. Ça a toujours fait partie intégrale de ma vie. C'est mon sport, j'ai besoin de ça, puis j'ai bien de la misère à m'en défaire. Toi, ton parcours académique, est-ce que ça a un rapport avec les sports ou Écoute, avec l'éducation? non, pas du tout, pas du tout. Le sport a toujours été, pour moi, un loisir ou, je te dirais, comment je pourrais bien dire ça? Tu sais, ça faisait partie de moi. C'était régulier, c'était correct. C'était un mode de vie. C'est ça, c'était un mode de vie. Tu l'avais intégré à ton lifestyle. Exactement. Puis c'était tout à fait normal. Puis ça faisait partie de ma vie régulière, tu sais. Puis, fait qu'à l'école, j'étais pas bon à l'école. J'étais pas un bon... pas que j'étais pas un bon étudiant. J'étais un bon étudiant. J'étais pas un fouteux de merde, comme on dit. Puis j'étais à mon affaire. Ouais. Par contre, l'intérêt était pas là. Je le faisais... tu sais, on va à l'école. Ça nous est... c'est obligatoire, si on veut. Oui. Mais ma mère était très bonne à l'école. Puis elle me poussait beaucoup à pas lâcher mes études, puis à continuer fort. Mais j'étais le gars qui avait... J'ai jamais eu comme 50. Tu sais, j'avais toujours dans les 60, 70. Ouais. Je passais tout le temps. Puis quand j'avais un 80, j'étais bien content. Mais j'étais pas un gars qui passait 2 heures ses études par jour. OK. Mais toi, c'était la créativité qui était beaucoup, plus pour toi. Beaucoup. Ça, hein? Ma mère avait le côté, premièrement... Ça m'écœurait un peu parce que quand je disais « Ouais, mais tu sais, comme on dit à nos parents, ouais, mais toi, à l'école, elle me sortait ses bulletins, puis c'était des 99, 98. Okay. Fait que non, je rivalisais pas avec ça, puis je l'ai plus jamais niaisé. Une fois qu'elle m'a montré, c'était plus un argument pour moi. Mais elle était hyper entreprenante, puis elle était très artistique. Okay. Ma mère, elle fabriquait, elle était super bonne avec ses mains. Puis entreprenante, c'était une madame qui avait des projets, le 1001 projets. C'est elle qui a ouvert, exemple, la première maison pour les femmes battues. Oh, wow! Elle a fait des choses comme ça. Elle a ouvert, elle a parti une friperie. À un moment donné, ça n'existait pas. Elle ramassait du linge, elle allait acheter du linge, puis les repasser pour les revendre, etc., pour aider les gens en besoin. Okay. Fait qu'elle était très, très, très engagée, autant dans sa communauté. Une femme d'action. Oui, au bout. Puis très entreprenante, des idées, t'en veux-tu? Puis moi, ça m'a aidé. Ouais. Ça m'a aidé beaucoup parce que même quand j'étais jeune, c'est moi qui organisais. Exemple, on avait des matchs de quartier. Nous autres, on jouait telle rue contre telle rue. Okay. J'appelais tous les gars. Je créais des équipes. Je créais des chandails. On avait nos T-shirts. Ma mère, elle avait des crayons qui écrivaient ces T-shirts. Fait que je faisais nos logos. Okay. Fait que, tu sais, j'avais tout ça, là. Ça a tout venu tranquillement. Et puis... ça m'a été vraiment passé par ma mère. Puis, à l'école, pour faire une histoire courte, moi, au secondaire, j'avais la main du dessin assez forte. Okay. J'étais vraiment bon en dessin. Puis là, c'était pas le côté dessiné artistiquement, je veux dire, bande dessinée. Non. Moi, c'était le bâtiment. Okay. J'aimais faire des bâtiments, j'aimais faire des maisons, puis peu importe, n'importe quoi comme dessin, des villes, etc. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, je vais essayer l'architecture, ça m'intéressait. Oui. J'ai fait une année supplémentaire au secondaire parce qu'il y avait technique architecture. Oui. Puis je me suis dit, avant d'aller au cégep, je vais essayer ça, puis si j'aime ça, tant mieux. Puis honnêtement, je me rappelle pas de son nom, mais ce monsieur-là, il a pas été cool, mais c'était
ceux là, que tu vas voir pour ton projet de vie, là, tu sais. Ah oui, on l'appelait le père Boussole, nous autres. C'était le père... T'es allé voir le père Boussole, qui était l'orienteur de... L'orienteur, c'était ça son titre, là, tu sais. Puis il me Père dit... Boussole. Il dit, dans quoi tu vas aller? Fait que je disais, moi, je veux être architecte, puis etc. Puis j'avais un ami qui est architecte, qui m'avait amené à ses bureaux pour me montrer ça. Puis ça m'intéressait vraiment. Oui. Et lui m'a dit, hey, c'est ça, là, c'est contingenté. Ça marche pas. Il m'a dit ça carrément. Et là, il m'a vraiment... Ah oui, coupé l'herbe sous le pied. Là, je me dis, je fais quoi? Moi, dans ma tête, pendant les 2 dernières années, c'était ça. C'était ça. Ça fait que... aucune idée où je m'en vais, puis je décide que je lâche l'école puis je m'en vais travailler. Puis j'ai commencé à travailler jeune. Mon père m'amenait travailler avec lui. J'avais, sans farce, un bon 13 ans à peu près. OK. Puis j'allais travailler juste les fins de semaine. Il voulait me montrer, regarde, tu te lèves le matin, on va travailler ensemble. Puis je travaillais juste le samedi. Puis je travaillais de tôt le matin, mettons 7 h à midi. OK. Ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, c'était le vendredi, samedi, puis les journées de congé, puis etc. Puis j'aimais ça. Mais tu sais, quand tu commences à faire un petit peu d'argent, ben j'étais content. Puis il me responsabilisait beaucoup avec mon argent. Tu sais, tu veux faire des dépenses, c'est tes affaires. Tu veux acheter des choses, c'est toi. Moi, je te paye pas le luxe, c'est à toi de te le payer. Tu sais, en gros. Là. Fait que... j'ai touché à ça jeune, puis écoute, le désir de travailler est arrivé tout de suite. Fait que quand j'ai lâché le secondaire, je me suis dit, ben je vais aller travailler. Ouais. Mais je te dirais là, que 16 à 18, là, je savais pas trop où je m'en allais. Ouais. Fait que ça a été un peu ça, mon Après que le père Boussole t'a dit que c'était contingenté, c'était contingenté. Il a pété ma bulle. Il a pété ma bulle. Solide, lui qui n'avait jamais rien fait d'autre que décourager des jeunes, probablement, là, il y a je sais pas, puis je te dirais que... je me rappelle même pas, là, mais j'étais tellement éteint que peu importe, il m'avait fait faire un test puis tout, puis il avait beau me dire, tu serais bon dans ci, dans je l'écoutais plus. Non, mais on va le remercier. J'étais plus là. Il était bien fait une chance qu'on sait pas son nom, je veux pas y dire. Non, mais je me rappelle plus de son nom. Parce que je veux mais on va le remercier parce que probablement sans ça, tu n'aurais pas eu le parcours que tu as connu par la suite. Ben oui, c'est sûr. Fait que ça s'est changé en avantage. Oui, exactement. Aujourd'hui, on peut le voir de même. On peut le voir comme ça. Mais tu as eu une traversée du désert qui a duré genre 2 ans, parce que tu n'as pas de repère, pas vraiment de point d'ancrage. Je suppose que tu t'en vas. Non, puis j'allais... Tu sais, ma mère m'a toujours dit, fais ce que t'aimes dans la vie. Ah, ça, c'est... Fais ce que t'aimes dans la vie, tu sais. Puis elle m'a jamais dit, lâche telle chose. Fais ce que t'aimes dans la vie. Elle n'était pas directive, elle me donnait ça comme pas en tout. Elle me donnait... Ma mère a été un méchant bon guide de vie, puis elle a été un bel exemple pour moi, tu sais. Puis de me dire, ben tu fais ce que t'aimes dans la vie, puis donne ton maximum, puis tu verras où que ça te mène. Puis quand t'es tanné, ben t'es tanné. Ça, on peut pas le changer. Tu sais, quand t'arrives vraiment à un point où t'es tanné... ça te donne rien de faire plein de simagrées. Va pas contre ton cœur. Ben non, parce que là tu te rends à vie dure, tu sais. Fait que j'allais toujours dans des jobs qui m'interpellaient. Tu sais, j'ai vendu des vêtements. Tu sais, j'étais dans le sport. Ben moi, je suis allé travailler, aujourd'hui, ça s'appelle Foot Locker, mais j'ai travaillé au vestiaire sportif. J'ai trippé. J'ai aimé ça. Je vendais des chaussures de sport. Tu sais, tout ce que je pouvais porter moi-même, je le vendais, puis j'aimais ça. Puis ça m'a appris à vendre, ça m'a appris à dialoguer avec les gens, d'être débrouillard, tu comprends-tu? Puis ça m'a tellement donné beaucoup d'être dans le milieu du monde, d'être dans le milieu des gens, de la communauté, puis ça, aujourd'hui, là, ça a été vraiment mon push. Vraiment mon push. Parce que j'ai resté là, puis... je suis parti de vendeur, m'en est assistant gérant. Ils m'ont mis même en gérant d'une boutique. Ben, c'est des responsabilités, ça, quand t'es jeune, tu sais. Fait que ça m'a appris à les avoir jeunes, ça m'a appris à les développer. Puis tu vas voir, à travers mon parcours, là, ce bout-là, il va m'avoir servi incroyablement. OK. Beaucoup, beaucoup. Wow, ça, c'est vraiment nice. Puis, ce que je retiens aussi, c'est... Stéphane, que j'ai devant moi aujourd'hui, moi, je trouve... Quand je t'ai rencontré première fois, j'étais avec Véro, puis je dis, hey, quel gars charismatique, tu sais. Pour moi, t'avais vraiment l'air d'un leader naturel, tu sais. Puis au-delà de ça, là, je pense que je t'aurais rencontré dans d'autres circonstances, jasé 2 minutes avec toi, puis je l'aurais tout de suite venu à cette conclusion-là. Est-ce que... Parce qu'on est toujours la somme de nos expériences d'avant. Exact. Et y a-tu quelqu'un, un mentor, un coach quelconque qui t'a vraiment... qui a été une bougie d'allumage pour toi, qui t'a donné une étincelle
lorsque tu avais, je sais pas, peut-être 18 ans ou 19, 20 ans, tu sais, à la sortie de ton parcours là, en 16 et 18 ans, ouais. est-ce arrivé Ben écoute, quelqu'un sur ton... sans blague, là, t'es pas la... croisé ton Ouais, chemin mais- et t'as fait comme... T'es pas la première personne qui me pose cette question-là. J'avais de la misère à répondre parce que je disais tout le temps, il y a eu plein de gens qui m'ont influencé. Ouais. Tu sais, je m'inspire d'un paquet de monde, de tout ce que je peux trouver, une source d'inspiration X pour X raisons, dans X domaines. Ouais. Je vais chercher de l'inspiration, j'ai besoin de ça. Mais la première, c'est ma mère. Et voilà, on y revient à ta mère. Hein? Oui, c'est tout le temps ça. Ma mère me dit la première affaire, elle dit, moi, je t'enseigne à sacrer ton camp, puis à te débrouiller dans la vie. C'est fou qu'est-ce qu'il y a dehors. Wow. Tu comprends? Reste pas collé sur moi, là. Puis il y en a plein de choses à faire. OK. Tu sais, je le vois. Puis ma mère, c'était comme... comment je peux dire? Autant 18... elle avait pas hâte que je parte de chez nous. J'aurais pu rester, là. Je pense que j'aurais pu rester jusqu'à forever. Oui, oui. Ça la dérangeait pas. On n'était pas... Nous autres, ma mère, c'était une Marie-Madeleine. Là. Premièrement, j'ai 3 frères, puis j'ai une sœur. Ma mère en a adopté 7 enfants supplémentaires. Oh, wow! Oui, elle a été famille d'accueil pendant une dizaine d'années. Elle a passé à peu près une vingtaine de jeunes dans les maisons. Après ça, elle a été maison pour adultes semi-autonomes. Je te le dis, là, elle doit être assez à côté de Jésus aujourd'hui, Oui, ou vraiment pas loin. Fait que sa mission, c'était de donner... Au bout, de Redonner, partager. de partager, de- Puis même, là, sans le savoir, ben d'inspirer. D'accompagner, Tu d'inspirer. comprends-tu? Ouais. Wow! Fait que Ça, moi, c'est de belle valeur, ça. c'était vraiment... Ça a été mon accompagnatrice à travers toutes les années. Puis à côté de ça, je te dirais, j'avais mon père qui, pendant 25-30 ans, travaillait à la même place, se levait à la même heure tous les jours. Il avait sa routine. Oui. Puis je l'ai jamais, Guy, jamais de ma vie vu pas de bonne humeur ou chialer puis dire « je vais pas travailler ». Je pense qu'après... quand il prenait des congés, c'est parce qu'il était obligé de prendre congé. OK. Même malade, si je l'ai jamais vu malade, vraiment, à Non. part, tu sais, dans sa fin de vie. Oui, oui. Mais moi, j'étais inspiré par ces 2 personnes-là. Ma mère, qui était une créatrice, qui est une entreprenante, qui n'a pas peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux, puis que pour elle, là, l'argent, c'était pas sa raison de vivre. Non, c'était pas une Non. finalité. Non. C'était un moyen. Exact. Puis mon père, ben c'était comme Big, t'auras rien en vie. Attends-toi pas à ce que les autres te donnent rien. C'est à toi à travailler. Lève tes manches, arrête de brailler, puis va travailler. Puis c'était ça. Ouais. Fait que pour moi, ça a été ça qui m'a inspiré toute ma vie. Puis ma mère, ben comme je te dis, son côté entrepreneur, elle me l'a passé comme assez vite. Puis je te dirais, écoute, j'ai des flashbacks. Je me promène avec mon père aussi jeune que j'étais à 12-13 ans. Je regardais, c'est bizarre, les concessionnaires d'auto. Oui. C'est huge, vitré. Puis je disais à mon père, un jour, là, j'aimerais ça avoir quelque chose avec mon nom dessus de même. OK. C'était pas les autos. J'ai tripé, tu sais, c'est tout vitré, ces affaires-là. Hein? Ouais. Puis tu vois en dedans, les lumières, c'est beau, puis c'est gros, puis c'est sharp. Ben moi, c'était ça. Puis je me rappellerai tout le temps de ça. J'étais à Villemort, puis boulevard Newman, puis à Ville-la-Salle. Puis je passais là, puis je regardais, il y avait plein de dealers, puis je regardais ça, puis je disais, ça m'inspirait. Puis j'étais comme, un jour, je vais avoir une business, je vais avoir Goyette. une bâtisse avec goyette dessus. Ouais. Demande-moi pas qu'est-ce que j'étais pour avoir. Je le sais pas. Non. Mais ça venait toujours me titiller le côté business. Oui, tu sais. oui. Alors, je te dirais que ben ça a été mes 2 sources d'inspiration, c'était eux. Puis après, ben ma mère, tu sais, a commencé bien jeune à me faire lire des livres d'inspiration. Écoute, tu me demanderais c'est qui, là? Je me rappelle même pas des auteurs, mais je me rappelle juste de tout ce que j'ai pu lire. J'ai encore tous les livres chez nous, mais pour moi, c'était pas... Puis c'est de valeur, parce qu'aujourd'hui, pour gratifier l'auteur, je devrais le savoir, mais c'était... Moi, là, j'ai lu des affaires. Ma mère me faisait aller plein de choses pour ma croissance personnelle, puis OK, etc. déjà. Ça commence... Ouais. C'était pas à la mode. Pas en tout. Ben non, du tout. Hey, pas en tout. Mais tu sais, t'avais des cours de vente peut-être de Sylvain Bergeron, des affaires de même, là? Hey, écoute, je vais loin. Ma On mère, va je loin. me rappelle, par contre, elle a déjà fait, je sais pas si tu as connu ça, mais ça s'appelait À moins. Oui, bien sûr. OK? Puis il y avait des vidéos, pas des vidéos, des cassettes. Ma mère, elle écoutait ça. Mais oui, il te laissait des produits, puis il revenait à Ah, son oui, appel, oui, puis il oui. closait plein d'affaires. Ben oui, fait que c'était vraiment fou, ce bout-là. Mais tu sais, ma mère, elle se lançait dans plein d'affaires. Ah elle oui, avait le c'est goût fort. de... Ouais, ça a été... C'est une méthode c'était, très, très forte. Puis je me rappelle, tu sais, elle donnait des conférences, tu sais. Puis moi, je l'imitais.
Je donnais des conférences tout seul en bas. Fait que, tu sais, c'est mon inspiration, je te dirais. Ben, on la salue, ta maman. Ben merci, c'est C'était quoi son gentil. prénom? Colette. Colette, on salue Colette. Oui, c'est gentil. Yes. C'est vraiment nice. Écoute, puis je m'attendais pas à ce témoignage-là en plus. Fait que c'est vraiment, c'est très inspirant. Puis moi, ce que j'en retiens, tu sais, c'est sûr que, comme on dit souvent, on ne la choisit pas, notre famille. Puis c'est important d'avoir la sagesse ou l'intelligence d'aller de bien s'entourer, quoi qu'on fasse, mais de commencer le plus jeune possible. T'sais. Aujourd'hui, les mouvements, il y avait, mettons, les mouvements de jeunes. Tu avais les scouts, les 4H, les LeBlanc, etc. Puis où ce que, finalement, ils venaient de compléter l'éducation familiale, puis qui venaient de donner des valeurs qui n'étaient peut-être pas celles qu'on avait à la maison, parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une mère ou un père comme ceux que tu as eus, tu sais, et puis dont tu as pu profiter là, des enseignements, puis des recommandations, etc. Mais c'est important parce que, exemple, dans les écoles, il manque beaucoup de présence masculine au niveau des enseignants. Puis ça, je pense que ça fait vraiment une trouée dans nos jeunes gars. Les gars ont besoin de modèles masculins à l'école. Présentement, c'est des modèles féminins. C'est pas que j'ai quelque chose contre ça. Puis ça, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Mais je trouve que c'est super important parce que souvent, ben, le père est absent, soit qu'il est absent carrément de la vie de l'enfant, ou il le voit une fois sur deux, une semaine sur deux, ou quoi que ce soit, ou une fois par jamais. Puis ces enfants-là ont besoin, tu as des organismes comme des grands frères, tu as des organismes, etc. Puis n'ayez pas peur de soit donner de votre temps pour ces organismes-là ou encore de prendre quelqu'un sous votre aile, que ce soit votre neveu, un enfant que vous savez que dans votre entourage qui va bénéficier, qui se montre curieux de savoir comment ça fonctionne, etc. C'est la parenthèse que je voulais faire pour, en fait, prendre la balle au bon. Ou que tu l'as laissé tantôt, parce qu'il y a une trouée, puis on se dit, ouais, mais... Donc, il y a des opportunités à saisir, tu sais. En fait, c'était le petit mot que je voulais ajouter par rapport à ça. Donc, hockey, sport national, bon, récemment, on a perdu des grands du hockey. Toi, est-ce qu'il y a un personnage, un joueur de hockey particulièrement qui t'a frappé, qui t'a... Non, je sais que tu as été frappé par des joueurs de hockey, mais excuse. Qui t'a particulièrement marqué, si on veut, un joueur de la ligue professionnelle. Ben, tu sais, de mon époque à moi, c'était Mario Lemieux puis Wayne Gretzky, mais Wayne Gretzky m'avait particulièrement frappé. Puis je me rappelle, ma mère m'avait acheté le livre. Fait que j'avais lu l'histoire de Wayne Gretzky et ce qui me fascinait de Wayne Gretzky à l'époque, ben, c'était aussi comment il était hors glace, tu sais, il l'appelait un gentleman, tu sais. Puis peut-être qu'il a fait des choses qu'on connaît pas, mais je veux dire, de ce qu'on voyait, il y a toujours eu, tu sais, on dit un super-héros à grand pouvoir, grande responsabilité. Oui. Ben, je pense que lui, il l'a compris de bonne heure, tu sais. Puis probablement que Mario Lemieux avec, on n'a jamais entendu plein de bébelles au sujet de ces gars-là. Non. Puis c'était des gars plus grands que nature. Puis en même temps... de par leur personnalité, de par leur façon, leur façon de faire, puis comment ils étaient, ben c'est sûr qu'ils nous ont inspirés. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. Quand j'étais jeune, j'avais mon gilet Gretzky, puis c'était moi Gretzky. Puis c'était pas juste le côté joueur de hockey qui m'inspirait de lui, c'était l'homme qui était. Puis pour moi, ben c'était important... autant ma mère, tu sais, elle avait, comme je disais, elle avait une emprise aussi sur moi, tu sais, d'être un bon gars dans la vie. Mais c'était important pour moi de ne pas être un tout croche. Puis Gretzky, c'était pas un tout croche. Puis j'avais envie d'être comme Gretzky. J'avais pas envie d'être ça, d'être un tout croche, d'être un bum ou d'être... Gretzky était droite, puis moi, j'avais envie d'être droit aussi, tu sais. Fait que ça a été un joueur, un athlète qui m'a beaucoup marqué. C'est un modèle, ça. Oui. Donc, au-delà des statistiques, au-delà de pour qui il jouait, au-delà de... Bien, c'est sûr que, tu sais, les statistiques, ce que ça faisait, ça attirait juste la lumière sur lui, tu sais, il attirait le spot. Fait que probablement qu'il y en avait plein d'autres gars comme lui dans la Ligue nationale qui n'avaient pas son talent, mais que autant sur glace, hors glace, ils se tenaient, ces gars-là, tu sais. Fait que... Mais pour nous, TQ, c'était plus facile, puis le spot était là. Fait que moi, j'étais allé au-delà de dire, tu sais, il est bien bon, puis il fait ça. Puis j'étais content d'avoir lu sa biographie, en tout cas, du moins quand il était rendu à cet âge-là, son premier livre.
Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis c'était super inspirant pour moi en tant que petit cul de dire, ben, ce qu'il est devenu. Tu sais, ma mère m'a toujours dit, tu sais, la fameuse phrase « fake it until you make it ». Ma mère m'a toujours dit, tu veux être un médecin? Oui. Ben, habille-toi comme le médecin, mange comme le médecin, vis comme le médecin, fais comme le médecin. Puis ça m'étonnerait que tu deviennes d'autre chose qu'un médecin. Oui. Tu sais, fais ce qu'il fait. Fait que Gretzky, pour moi, ben c'était... Moi, j'avais envie de jouer dans la Ligue nationale. J'avais envie d'être ce qu'il était. Puis pour moi, il était inspirant par son être, parce qu'il était. Fait que moi, j'avais envie d'être de même. Fait que ça a été facile. Pour moi, c'était un no-brainer que je voulais être comme ça, tu sais. C'est ça, en fait, d'aligner ce que l'on fait pour atteindre un objectif. Un objectif. Fait que lui, c'est ça, il était aligné, tu sais, dans sa recherche de l'excellence. Il voulait sûrement être le meilleur et le demeurer. Bien, il travaillait pour. Au-delà du talent naturel, il avait énormément travaillé. Mais en plus de ça, en dehors de la glace, il était on pourrait dire en ligne, aligné avec les valeurs qu'il démontrait sur la glace. Ouais. C'est-à-dire un joueur d'équipe, un genre de bon père de famille là, au sein de quand il était sur la glace. Là, c'était la personne C'était une bonne personne. Tu sais, c'était un leader. Oui. Mais un vrai leader. Parce vrai qu'un vrai leader, il voilà. fait rehausser les autres. Puis tous les joueurs qui ont joué avec, sont tous des top guns. Exactement. Tu sais. C'est ça, exactement. Lui, le leader, genre, il traînait l'équipe. Là. Ouais. Tu sais, il n'était pas en arrière à les fouetter, il était en avant à tirer Ouais, les voilà. autres à la main. Exactement. Et ça, c'est les qualités des grandes... Des grandes stars, des grands grandes leaders, stars. les vrais leaders. Tu sais. Effectivement. Effectivement. Ouais. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'aurait pas des qualités de leader à la base est capable de les développer, ces qualités-là? Comment tu vois ça? Ben, je pense que oui, mais ça, je pense que c'est... moi, je pense que tu le deviens leader. Je ne suis pas né leader. J'ai été entouré de gens leaders. Ma mère, c'était une leader. Ouais. Fait que c'est correct, j'ai été comme élevé là-dedans. Mais je pense qu'aussi, si tu le veux vraiment, tu peux. Parce que c'est comme une formule coach. Tu peux devenir un coach, mais tu peux devenir un leader. Par contre, c'est avant d'être un leader, tu sais, comme on dit, you gotta preach what you teach. Il faut que tu apprennes si tu veux être capable de l'enseigner ou si tu veux être capable de le filer, il faut que tu le vives. Encore T'sais, là, moi, c'est on facile. parle d'alignement. Là. Ben oui, ben oui. Puis oui, tu peux, mais tu sais, je pense que ça part de toi. Tu sais, être un leader, c'est toi, tu veux les qualités de leader, c'est de l'idée, puis aussi d'être une personne qui inspire par ton comportement, par ta façon d'être. Ouais. Tu sais, fait qu'il faut que tu l'aies dans toi. Il faut que les gens soient inspirés par toi. Pour être un leader, tu dois inspirer. Si tu n'inspires pas, puis tu veux juste être un leader, te mettre en haut, puis dire à tout le monde quoi faire, puis dire c'est moi qui banne, c'est moi qui mène, là, tu n'es pas un leader, tu es un boss. Tu es un boss ou sur le bord de peut-être un peu tyrannique. Là, t'sais. Ben, c'est ça. Fait C'est qu'un leader, c'est dans ta personne. C'est toi qui as envie de... Oui, tu es prêt à prendre l'initiative. Tu es conscient aussi que... tu sais, moi, je pense qu'un bon leader, il faut qu'il soit conscient qu'il a besoin des autres, puis il ne fait pas tout seul. Mm-hmm. La journée que tu penses que tu fais tout seul, ça ne marche pas. Bien dit. T'sais. On parle de... On a besoin, on est entouré. Donc, c'est là le fameux « ensemble, on va plus loin ». Ouais. Puis, tu sais, on parle... Moi, j'ai coaché mes enfants au soccer mineur, tu sais, les 2 premières années, tout ça. Puis j'ai découvert des choses, c'était trop drôle, ça. Je le raconte vite fait, là. C'est que le rapport au ballon entre les gars et les filles n'est absolument pas le même. Ça, c'est mon expérience. Je ne dis pas ça comme ça pour tout le monde. C'est peut-être juste anecdotique. C'est drôle parce qu'au début de la saison, on est petits munchkins, là, première année. En fait, pourquoi je suis devenu entraîneur, c'est parce qu'il manquait de coach. Puis là, j'arrive, mes enfants sont nés en septembre, puis il fallait qu'il y ait 5 ans au moment de l'inscription au mois de mai. Alors, les gens me disent, bien, malheureusement, ça ne sera pas cette année. T'sais. Avez-vous besoin d'un coach? Oui. Bien, d'abord, vous avez 2 nouveaux joueurs. Puis j'avais des jumeaux, tu sais. Il y a 5 minutes de différence, les deux. Alors, c'est comme ça que je suis devenu coach. Puis j'ai vu le rapport au ballon n'était pas le même entre les gars et les filles. Les gars, c'est bien plus, ça s'affirme, ça kick le ballon, puis ça court, puis il n'y a pas d'hésitation, en général. Petite fille, plus, tu sais, je ne veux pas être stéréotypé, mais ça, c'est le début de la saison, Stéphane. Puis au fur et à mesure que là, ils vont sur le terrain, là, ça se déplace, là. Comme si des souris qui courent un fromage. Ils s'en vont tous en groupe. Après ça, ils courent le ballon au lieu de jouer à des positions. Qu'on leur apprend ça, ils ne savent pas. Mais la beauté de la chose, c'est qu'en fin de saison, gars-filles kick le ballon aussi fort. Les filles ont gagné de l'assurance. Donc, tu sais, je disais, le sport, c'est pas le sport pour le sport, c'est le sport pour permettre
d'améliorer des compétences que tu n'as pas quand tu pratiques pas encore ce sport-là. Puis, comment tu vois ça? Je veux pas que tu sois d'accord avec moi. Si tu ne l'es pas, c'est Moi, correct. je trouve que le sport... Est-ce que c'est le sport pour la beauté du sport? C'est juste Écoute, ça, sais-tu c'est quoi la beauté du sport comparé à l'école? Puis ça, je le fais souvent, le parallèle, parce que souvent, moi, les parents me disent hey, tu peux-tu parler à mon gars pour X raisons, pas capable de toucher de cette façon-là. Toi, tu as une façon de dire les affaires, peut-être que ça va mieux passer. Peu importe. C'est facile parce que le sport, il l'a choisi. L'école, il l'a pas choisi. Ça y a été mis dans la gorge, ça fait partie du parcours. Ben, m'en dis à ta mère, pourquoi tu me mets à l'école? Parce que faut que tu ailles à l'école. Il y a la loi sur l'instruction publique, mon enfant. Puis je dis pas que c'est pas bon, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus facile quand tu mets un enfant au sport d'y inculquer plein des valeurs de vie. Tu sais, t'apprends à pas lâcher, t'apprends à travailler dans l'adversité, d'apprendre à être en équipe, mais d'être capable aussi d'être individuel, de travailler sur toi-même, d'apprendre à te responsabiliser, de ne pas responsabiliser les autres pour tes pertes. Les autres sont pas bons. Ouais, pas pogné à la passe. Tu sais, toutes ces Alors, il y a un paquet de parallèles faciles à faire avec la vie de tous les jours. Puis moi, le sport m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui dans la vie quand je fais face justement à l'adversité, quand je suis obligé de travailler avec plein de gens, j'ai besoin d'aide, comment je m'y prends de travailler avec eux autres, qu'ayant eux envie de travailler avec moi. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire par rapport au sport, tu sais, que tu apprends. J'ai appris l'anglais au sport. Oui. Tu comprends? C'est un langage. Tu apprends à communiquer au sport. Tu apprends un paquet d'affaires avec le sport, puis c'est très facile de faire comprendre aux jeunes, parce que ça, tu dis, hey, buddy, ça, là, c'est toi qui m'as demandé de jouer au hockey ou c'est toi qui m'as demandé de jouer au soccer. Ça vient qu'une responsabilité, ça vient qu'un engagement, ça vient qu'une discipline, ça vient blablabla. Tu veux réussir, comme dans la vie, good. Il y a un contrat. Voici le plan, voici qu'est-ce que tu as à faire maintenant. You're on your own. C'est toi qui choisis de le faire ou pas. T'appliques-tu au complet ou t'appliques à moitié? Tu sais, c'est tellement facile. Fait que moi, c'est le côté que je trouve fascinant que le sport t'amène, que souvent, tu le vois pas quand tu es jeune. C'est quand tu es plus vieux puis que tu t'en sors. Moi, souvent, j'arrive à un coup dur puis je me dis, comment je faisais? Comment je fais? Comment je m'y prends? Puis souvent, pas mon rapport, mais où est-ce que je retourne dans ma vie, c'est en période sportive. OK. Puis that's it. Puis là, c'est ça, ton ancrage est là. Puis là, ben, tu transfères cette solution-là ou la façon dont tu solutionnais à l'époque à ce que tu vis au moment où que tu le vis. Ouais. Puis ça donne des réponses. Oui. Tu sais, j'ai appris beaucoup de choses. Ma première vraie expérience là, dans ça qui m'a amené, jeune qui m'a amené là, je fais un parallèle rapide. Je suis pee-wee. Je suis le dernier. C'est la première fois que je finis la tombe puis je m'en vais essayer l'élite. Puis nous autres, le 2A, à l'époque, c'est comme un 3A. Il n'y avait pas de pee-wee 3A, nous autres. Pee-wee 2A, puis c'était meilleur de toute la région. Tu avais une invitation. C'est pas toi qui décidais qui allait. Tu avais une invitation. Fait que j'étais choyé, là, moi, d'avoir été choisi. Puis ça, je le comprenais. J'arrive là-bas, je travaille fort, tout. Puis je vais pas où mes chums sont. J'ai bien des amis qui sont même pas là. Fait que là, je m'en vais dans un coin où il y en a qui parlent italien, qui viennent de NDG, qui parlent anglais, qui parlent... Tu sais, alors là, j'arrive là, je suis vraiment out culture. Puis moi, je veux me faire une place. Je réussis à me rendre, je te le dis, jusqu'à la dernière journée, dernier match, tout. Je suis le dernier retranché. Puis ma réaction de faire comme un vrai bébé lala, je lâche. OK. Fait que là, le coach du 2B m'appelle, le coach du 2C m'appelle. J'y vais pas. Non. Là, c'est mon ego qui passe. Tout à fait. Puis j'ai dit non. Puis cette année-là, puis pour les deux l'année suivante aussi, j'ai pas voulu retourner par ego. Je suis resté dans le Pee-wee A. J'ai brûlé la ligue, tout. Là, j'étais fier de moi, j'étais content de mon coup. Puis quand je suis arrivé, j'ai reçu une autre lettre encore, c'est sûr, pour aller à Bantam. J'arrivais à l'autre étape, puis oui, j'étais allé dans l'élite. Mais j'ai compris, puis j'ai vu, j'ai perdu 2 ans. J'ai perdu 2 ans de coaching de qualité avec des coachs qui étaient plus calibrés, exemple, qu'en bas. J'ai perdu des heures de pratique parce qu'on avait moins de pratique. J'ai perdu comment je pourrais bien dire ça? L'inspiration de jouer avec des gars qui étaient peut-être plus forts que moi. Au lieu de moi, je suis allé jouer en étant le plus fort en bas. Fait que aujourd'hui,
ben quand je vis une étape où je me fais retrancher, si tu veux, où on me dit non Oui. et que j'arrête pas. Tu comprends-tu? Non, je ne retournerai pas en bas puis me satisfaire. Du OK, d'abord, laisse faire. Ouais. Tu te dis non, moi, je... Non. Non, OK. ça, c'est terminé, ce OK, bout-là. OK. Et ça a été l'élément déclencheur dans ma vie qui m'a dit, tu as perdu par toi-même. Ton ego mets-le dans tes poches de temps en temps, puis réfléchis donc. Tu sais, réfléchis à ce que tu vas faire. Puis, des fois, ce que tu penses, des fois, que c'est un coup de la vie, ben non, c'est une chance que tu as. C'est vraiment une chance que tu as. Tu rétrogrades Non, pas. ça se transforme en opportunité. Oui, exactement. Tu sais, tu penses que c'est un mauvais coup, puis finalement, c'est une opportunité que tu as. Fait que je suis très à l'écoute de ces choses-là pour pas que ça se reproduise. Tu sais. Puis le sport, c'est le sport qui m'a amené ça. Ben, ça, c'est vraiment bon. Toi, tu as monté Goyette 360. Vous êtes plusieurs personnes qui gravitent autour de l'organisation, j'imagine. Bien, honnêtement, j'ai parti ça avec un de mes amis. Puis en fait, je dis j'ai parti ça, mais dans le fond, c'est peut-être lui qui l'a parti. OK. On s'est rencontrés il y a plusieurs années, à peu près, juste 8 ans à peu près. Puis c'était quelqu'un qui nous avait mis en contact pour que moi, j'entraîne des jeunes que lui, il avait bâti un projet d'amener des jeunes joueurs de hockey à aller jouer en Suisse. Puis moi, je l'ai rencontré comme ça. Puis il m'a dit, ben écoute, je cherche quelqu'un pour entraîner mes jeunes, puis j'aimerais ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu étais bon là-dedans. Tu voudrais-tu faire ça? J'ai dit, ben oui. Puis ça a parti comme ça. Puis moi, j'ai voulu rentrer un autre projet là-dedans. J'ai dit, hey, moi, j'aimerais ça qu'on fasse un projet pilote. J'ai de quoi dans la tête, ça fait à peu près 10 ans. OK. Je pense que ça pourrait être quelque chose que je pourrais avoir si ça marche. J'aimerais ça qu'on entraîne les parents aussi. On invite les parents puis les gars, puis les jeunes, puis on va faire ça dans un parc, puis on va faire ça 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, peu importe, pendant une couple de semaines, 3-4 semaines. OK. Puis finalement, on a fait ça tout l'été. Les parents ne voulaient plus débarquer. On a envoyé un email à une couple de parents, dont tous les joueurs. Puis on s'est dit, on va en avoir peut-être une quinzaine. On s'est ramassé à peu près 35 dans une cour d'école. Puis là, on a dit, wow, OK. On a parti ça de même. Puis on s'est dit, bien, c'est sûr qu'au fil du temps, on va perdre du monde. Ben non, au fil du temps, il y a plus de monde qui sont venus se greffer à nous. Puis ça a été vraiment cool. Puis ça a été l'élément déclencheur. Pour moi, c'était comme mon étude de marché qu'on a réussi à faire dans un été. Ça répondait à un besoin. Oui. Puis un jour, ben, on est assis à la maison à prendre une petite bière. Puis on est fous tous les deux, on est contents de la répercussion. Puis moi, je dis, écoute, moi, avoir une école de hockey, ça serait comme ça, tu sais. Puis je m'en vais chez nous. Puis le lendemain matin, il m'appelle, puis il me dit, hey, on est enregistré. On a notre école de hockey, let's go, on passe ça. Et là, je capotais parce que je me suis dit, une chance que tu as fait ça. Mais j'étais comme prêt puis pas prêt. Oui. Mais je me suis dit, hey, let's go. Il l'a fait, je pense que j'ai le bon gars. On le fait. Puis je pense que ça va m'aider. Puis pour pas dire son nom, Pierre Simard, ben c'est lui qui a été l'élément déclencheur, la bougie d'allumage, si tu veux. Mais il a été plus que ça. Tu sais, il a été le gars qui m'a drivé. Parce que, oui, j'avais le goût. J'arrivais d'un passage pas facile dans ma vie. Ouais. Puis ce gars-là, là, il m'a comme pris sur son aile. Puis il a dit, hey, tu sais quoi, let's go, on y va. Puis on y va. Puis il m'a vraiment aidé à cheminer à travers mes tripes, mes rêves. Puis lui, il capotait, il était là avec toi. Là, quand tu pars, c'est malade mental, ça finit plus. Puis on avait des rêves fous, mais en même temps, sans savoir trop ce qu'on s'en allait avec ça. Puis écoute, on a parti tranquillement. On a eu, la première année, on a eu 25 jeunes. Puis après ça, sur une base de 4 ans, c'est devenu exponentiel. On a parti de 25 à 50, 50 à 100, 100 à 200. Puis une année, on s'est ramassé à 450 jeunes dans un été. Oh yes. Fait que là, on a vu qu'on avait quelque chose. Puis malheureusement, tu sais, pas longtemps après, peut-être l'année d'après, Pierre est obligé d'arrêter parce qu'il dit, écoute, je travaille. Lui, il travaille pour la compagnie Tulé, tu sais, qui vend des racks de vélo, Absolument. etc. Puis c'était super demandant, puis il y avait beaucoup moins de temps. Puis il dit, gars, Steph, je te laisse aller. T'es capable du sol, là, let's go, tu sais. Puis là, ben moi, j'ai décidé de pousser davantage, puis de dire, OK, let's go, je vais voir jusqu'où je peux aller dans mes idées les plus folles, etc. T'sais. Puis ben aujourd'hui, ça donne un super de beau produit. Là, oui, parce que vous avez plusieurs programmes. Oui. C'est ça. Puis, je sais que vous avez c'est 12 mois par année, en fait. Là. Vous avez maintenant, une offre qui est plus écoute, que l'été, en fait. Oui. Mais tu sais, pour faire je vais essayer de faire une histoire courte parce que c'est un drôle de passage, mais moi, je m'attendais pas. J'avais aucune idée où j'allais.
J'avais juste une idée de ce que je voulais faire à chaque année. Puis je me disais, moi, là, je veux encadrer les jeunes, je veux accompagner les jeunes dans ça. Puis comme je te dis, là, je le comprends mieux, mais à l'époque, c'était ça. Parce que ça avait commencé, cette idée-là. J'avais un jeune, je vais tout le temps m'en rappeler, son père est venu me voir avec 7000 piastres cash. Il a mis ça sur mon bureau, puis il a dit, mon gars, il vient d'être repêché ou il y a eu une offre pour aller jouer dans le midget 3A. Ouais. Là, il faut qu'il mette 20 livres. On a 1 mois et demi, 2 mois. Là, j'en revenais pas parce que je me suis dit, hey, il pense à la clinique des miracles. Tu sais, il n'a rien compris du processus. Puis là, j'ai dit, ben écoute, quand même, tu me donnerais 100 000. Ce que tu me demandes est pratiquement impossible. Mais pourquoi qu'il n'a pas commencé à s'entraîner avant? Le kid ne s'était jamais entraîné, il n'avait jamais touché. Fait que là, je me suis dit, hey, il faut commencer plus jeune. Je peux pas attendre à ce que le jeune vienne me voir à 16 ans puis on start. Non. Il faut commencer ça plus jeune. Puis à l'époque, nous autres, on se servait du sport pour se mettre en forme. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, le hockey. Puis on s'est aperçu que plus que tu es athlétiquement bon ou tu es un meilleur athlète, plus tes chances d'être un bon joueur de hockey sont augmentées. Oui. Alors, moi, c'est de là que toute l'idée a commencé. Puis j'ai dit, je vais commencer plus jeune. Puis à l'époque, quand je dis plus jeune, je commençais peut-être à 10 ans, là, les premiers. Là. Puis là, à cette heure, on va beaucoup plus jeune parce qu'on a développé d'autres sortes de programmes. Mais tout ça pour dire que maintenant, oui, on en fait 12 mois par année parce que Goyette 360, exemple, est responsable de la préparation physique dans un programme de hockey scolaire. Fait que ça, c'est tout l'hiver. Puis à partir de 12 septembre, pas de 12 septembre, à partir, de mars, là, c'est Goyette 360, les camps de hockey. J'ai un camp de jour pour les enfants plus jeunes. J'ai du hockey de printemps pour ceux qui veulent continuer à jouer des matchs pendant le printemps puis de prolonger la saison, si tu veux. Alors, j'ai parti toutes ces petites divisions-là de Goyette 360 parce qu'aujourd'hui, je me dis, on peut aider encore plus de jeunes. Puis, tu sais, je te dirais qu'il y a des affaires que j'aimerais changer le monde. Là. Ouais. Je sais que je suis pas capable. Mais si je suis capable de faire une différence, pour moi, c'est ça. Si je peux faire une différence dans la vie des jeunes, j'ai rempli ma mission. Puis encore une fois, on en revient tantôt, c'est pas le... Oui, c'est le sport, mais c'est pas le sport pour le sport, c'est toutes les compétences que ça va apporter aux jeunes. Ouais. Les compétences sociales, de groupe, de dépassement de soi, fixer des objectifs. Ouais. Puis bâtir un mental fort. Ouais. Et, ça, c'est le plus difficile. Hein? Bien plus facile de jouer à Xbox que de manger sa coche et de s'entraîner. Mais puis pas juste ça. Je te dirais qu'on est en grande partie responsable. Tu sais, tantôt, on parlait des parents. On va être honnête, là, on rend la vie plus facile à nos enfants que nous, on l'a eu. Puis nos parents nous l'ont rendu plus facile qu'eux l'ont eu, etc. Je pense qu'il va y avoir un moment donné peut-être un retour du balancier à ce niveau-là parce que là, on se rend compte que écoute, je parle en général, mais on n'a pas. Les jeunes ont un moral pas fort. Non, hein? Tu perds d'un but, ça paraît. Oui. Ça peut être bien dur à revenir, pourtant c'est juste un but puis la game n'est pas finie. Tu comprends? Alors, souvent, tu sais, ma mission aussi à travers ça, c'est de leur montrer qu'il n'y en a pas de facile, qu'il ne faut pas lâcher, que c'est jamais fini jusqu'à temps que ça soit fini. Okay. Tu sais, toutes les phrases que nous autres, on a vécues avec, mais eux, j'essaie de leur transmettre ça, puis d'être capable de l'amener à plusieurs niveaux, mais avec des exemples aussi. OK. Tu comprends? Puis c'est pas facile. Puis souvent, encore une fois, à travers le processus, tu as des parents qui sont pas convaincus, qui veulent encore, dans la difficulté, leur mettre ça encore plus facile. Non, laisse-les vivre sa difficulté. Toi, en tant que parent, c'est pas toujours de faciliter le chemin, c'est de ramasser pour casser, puis de leur lever de bout, puis redonner la motivation pour continuer l'autre bout, parce que tu pourras pas toujours faire ça. Parce que la vie, c'est difficile. Oui, puis il y aura pas toujours quelqu'un là pour te rendre facile. Non. Fait que, tu sais, moi, je me dis juste, quand il y a un bout difficile, tu sais, que ce soit à l'école ou même dans le sport, trop facile d'aller voir le coach. Montre-lui à ton fils d'avoir une voix puis d'aller voir le coach. Puis prends ta réponse, puis analyse-les. Parce que des fois, le coach, c'est pas pour mal faire, mais il y a une responsabilité. Tu dois te responsabiliser par rapport à ça. Puis
prends ta responsabilité. Tu sais, moi, quand un jeune, il vient, il n'a pas son uniforme, puis il me dit, maman, elle l'a oublié. Non, 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 non. Tu vas faire des push-ups, tu n'as pas ton linge, demain, tu vas l'avoir. L'as oublié. Tu l'as oublié. Ta mère a peut-être 3 enfants, 4 enfants, elle a fait 7 brassées de lavage. Tu sais, fait que moi, c'est ce bout-là Oui. que moi, là, je responsabilise, exemple, le jeune. Bien, à plein de niveaux, ça se fait, ça. Oui. Puis souvent, on évite à lancer la pierre sur la personne, mais hey, on est en train de faire une job avec ton kid. Si tu l'amènes ici, c'est parce que tu as confiance. Et voilà. Puis je pense qu'il n'y a pas un responsable. Je parle en général. Oui. Il n'y a pas un coach, un entraîneur, un professeur, tout qui se lève le matin et qui dit tiens, je pense, je vais aller faire chier 2-3 kids, moi, aujourd'hui. Tu comprends-tu? Il n'y a personne qui veut faire ça. Ben non. On a envie de transmettre, on a envie de donner notre passion. Puis peu importe que ça aille bien dans ma vie ou moins bien dans ma vie, tu sais, ça se peut que je ne sois pas de bonne humeur puis ça passe moins bien. Oui. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il n'y a pas de décision qui est prise en fonction de faire chier personne. Non, tu c'est comprends? ça. On va prendre des souffres-douleurs, des trucs comme ça. Ben, c'est pas ça. exactement. Tu sais, fait que... Ça m'amène à une question parce que, tu sais, ici, ensemble, on va plus loin. On est vraiment, on est au cœur de l'humain, de l'entraide, des valeurs humaines, puis qu'est-ce qui nous motive à, justement, avancer dans la vie. Souvent, on va s'en remettre à, tu sais, t'as le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise. Au hockey, on a un entraîneur en chef. Est-ce que les entraîneurs suivent des formations quelconques pour apprendre à comment parler aux jeunes, comment, tu sais, la psychologie de base? Est-ce que ça existe, ça, dans le mouvement de hockey actuellement? Oui, mais... De façon formelle, j'entends, là. Tu sais, Écoute. appelons ça une clinique, entre guillemets. Regarde Est-ce que bien. ça existe, Stéphane? tu es dans l'immobilier. Oui. Il y a des agents d'immeubles. Oui, Il y en a des bons puis il y en a des pas bons. absolument. Il y a des avocats, il y en a des bons, il y a des formations, il y a des coachs, tout le monde fait le barreau, Ouais. tout. Il y en a Ouais. des bons, il y en a des pas bons. Tout à fait. Ben, dans le coaching, c'est pas différent. OK. On part tout en étant d'un être humain, tu as une base, tu as un bagage, tout. Regarde, moi, là, j'ai eu la première expérience cette année, j'ai dit, je veux le vivre, on m'a offert un poste de coach en chef. OK. J'ai dit, je veux le vivre. Moi, je suis coach, mais je suis entraîneur. Puis moi, je le dis, la différence, c'est quand tu coaches, je coach aussi, tu sais, parce que c'est ça. C'est encore du caring, t'accompagnes ton athlète, mais c'est plus que juste de faire un programme, tu sais. Puis quand j'ai décidé de coacher, je me suis dit, OK, là, c'est différent parce que tu as de la tactique. Tu comprends-tu? Tu as un paquet de choses comme ça là, qui vient là-dedans. Là. Tactique de jeu, plan de match, tout. C'est bien beau de dire c'est la même chose dans l'entraînement, Ouais. mais c'est pas pareil. Tu n'as pas de la tactique, tu joues pas contre personne. Il n'y a pas de la seule comment on dit ça? Contrariété que tu vas avoir, c'est toi-même tout le temps dans l'entraînement. Tu comprends? Tandis que dans le hockey, tu as plein de facteurs externes qui viennent te contrer tes affaires. Fait que bref, tout ça pour dire que quand j'ai coaché, je pensais que j'avais la voix. Tu comprends? Moi, je suis un leader, puis moi, honnêtement, très honnêtement, Guy, là, je me rends compte, je me suis rendu compte, je suis pas un gars de hockey. Je suis un gars qui aime le hockey. Je suis un athlète qui joue au hockey. Coacher au hockey, c'est un autre paire de manches. Moi, là, je ne vais pas voir plein d'autres games. Je ne vais pas voir les stats. Je ne check pas qui a scoré. Je ne vais pas voir l'autre équipe. Je ne vais pas voir le line-up. Je vais pas... Moi, là, j'ai dit à mes jeunes, exemple, moi, je joue contre la première position tout le temps. OK? Puis pour moi, c'était ça. Mais force est d'admettre que c'est pas ça pour tout le monde. Les petits kids, ils savent qu'ils jouent contre la 9e position. Ils savent qu'ils jouent contre l'équipe la plus pénalisée, etc. Et tu joues aussi, tu coaches aussi les jeunes et ton pire ennemi, c'est les parents. Parce que les parents, c'est tous des gérants d'estrade. Ouais. C'est tous des coachs. Tu comprends? Alors, ils mettent toute ta méthodologie, ton thinking, tes affaires peut-être Ouais. en question. Il faudrait qu'il y ait un contrat moral au début de la Oui. saison, puis qu'il soit renouvelé, comme renouveler nos vœux, en cours de saison, à savoir les parents, le coach, c'est un bénévole, il fait de son mieux. Ben, tu avec sais, ce qu'il puis là, connaît. mais tu dis bénévole. J'étais payé. OK. T'es payé mais que tu sois payé ou non, tu fais le meilleur que tu peux. C'est ça. T'aurais beau penser que tu as le meilleur des meilleurs Ouais. coachs. Chris, excuse-moi. Il y en a qui se font congédier dans la Ligue nationale. Tout à fait. Pourquoi? Rendu là, t'es un top, on veut le top, puis ça. Mais c'est pas facile, coacher. Non. Puis tu fais des erreurs, puis il n'y en a pas. Tu as tout le temps des...
tu as des coachs qui sont super bons. Moi, là, ce que j'ai fait, je me suis entouré avec des gars de hockey parce que j'étais pas un gars de hockey. Oui. Moi, j'étais le motivateur. Hey, là, tu as dit le mot sur lequel je voulais t'amener, justement. Le motivateur. Le gars ou la fille qui peut faire la différence entre gagner ou perdre une game. Oui. Parce que quand tu parles de leader, pour moi, c'est ça. Moi, un leader, c'est un motivateur. Et voilà. Parce que tu es capable de tirer les autres avec toi. Tu es capable de donner un sens à ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas. Puis littéralement, T'sais. mettre de l'acier entre les deux oreilles. Ouais, À ton de faire joueur, réfléchir. Moi, à là, ton équipe. c'était ça mon trip. Rencontrer mes athlètes, rencontrer les joueurs, leur faire comprendre leur force, leur faiblesse, mais aussi de leur montrer qu'ils sont capables, de les encourager à faire mieux, etc. Puis de leur donner les outils pour, puis de pas arrêter de Tu leur dis pas, tu sais, puis il y a une différence entre motivateur, là, je suis pas menteur. Fait que si tu t'attends, je dis, hey, t'es bon, lâche pas. Non, moi, te le dire quand ça marche pas puis c'est pas bon, mais je peux te donner les outils, par exemple. Et voilà. Puis je peux te craquer tellement là, que tu vas voir que ce que tu penses qui est pas bon, finalement, tu vas tellement axer sur le bon, je vais tellement te le craquer que tu vas comme l'oublier puis il va moins faire abstraction. T'sais. Exactement. Fait que, tu sais, le négatif, le positif est plus fort que le négatif, mais le négatif, si tu lui donnes l'importance, peut être mauditement fort. Bien, absolument. Il va faire la différence entre je gagne ou je perds. Mais que je gagne ou je perde, en autant que j'ai appris quelque chose. Oui. Puis on gagne, tu sais, il y a des clichés, mais tu sais, la phrase qui dit on gagne en équipe, on perd en équipe, Ouais. c'est vrai aussi. Oui. Puis, tu sais, puis dans. Moi, là, dans ma chambre, quand j'ai gagné, c'était drôle parce que j'avais un discours, pas un discours, j'avais on avait une liste. Tu sais, tu rentres dans la chambre, tu dis, bon, toutes les choses qui comptent. Puis moi, la première, j'ai marqué, la première, c'était le respect. Oui. Le respect des entraîneurs envers, tu sais, un envers l'autre. Oui. Mais pas juste envers l'autre, coach puis joueur, c'était entre joueurs. OK? Parce que moi, je coachais des ados, on s'entend. Fait que moi, il y avait tu rentres dans la chambre, Oui. il y a quelque chose, il y a un aura là-dedans, puis je veux que tu respectes ça. Oui. Puis ça, c'était super important. Puis après ça, la deuxième, c'était la discipline. Là, moi, c'était l'acceptation. OK. L'acceptation de plein d'affaires. J'ai dit là, puis là, j'ai dit ce mot-là, puis je leur ai fait comprendre à travers l'année, je vous le dis, chaque pratique, chaque match, chaque jour, vous allez faire face à ça. Puis c'était d'accepter peut-être que tu es un joueur moins bon que toi, d'accepter que toi, aujourd'hui, tu n'es peut-être pas aussi bon que tu étais hier, d'accepter tu vas jouer dans l'adversité, d'accepter que aujourd'hui, c'est plus facile, d'accepter, écoute, un paquet d'affaires, puis à chaque jour, je leur donnais une preuve. Puis ça fait tellement partie de mon langage maintenant. Ça fait premièrement, quand tu commences à accepter ce qui t'arrive ou que tu acceptes ces choses, tu es déjà passé à un niveau supérieur. Parce que quand tu n'acceptes pas, tu es dans la réticence, puis quand tu es dans la réticence, maudit que ça va pas bien. Puis tu t'en rends pas compte, tu sais, puis on dirait tout m'arrive. Ben c'est ça. Souvent, tu es réticent, tu n'acceptes rien de ça, tu combats, tu tires, puis tu perds de l'énergie. Mais quand tu es dans l'acceptation, tu es déjà dans la première phase de ta solution. Là, déjà, on est prêt à passer à l'autre niveau. Là. Oui. On est capable de trouver quelque chose qui va faire en sorte qu'on va avancer parce que là, on a arrêté d'être bloqué, on a arrêté de tirer, là, on va se mettre à pousser. À pousser, puis ça entraîne de l'abondance. Exact. Puis nous autres, là, on a fini, on n'était pas l'équipe qui était pour être la comment je peux dire, on n'était pas dans les odds. Tu sais, on n'était pas, personne ne s'attendait à rien de nous autres. Non, tu sais, un peu les underdogs. Là. Ben, sur 5 équipes, on était probablement celle qui allait le mieux. Tu sais, ça allait bien entre les jeunes, ça allait bien avec les coachs, ça allait bien sur la glace, ça allait bien partout. Tu sais, fait que je pense qu'on avait la bonne drive, la bonne solution. Oui. Mais tu sais, la bonne approche. Oui. Mais le hockey étant ce qu'il est, tu sais, c'est devenu dur par après parce que dès que c'est plate à dire, mais c'est la difficulté dans tout ça, dans le hockey, c'est les parents. Tu sais, puis ça tue le hockey, ça. La preuve, il n'y a plus d'arbitre. Mais tu sais qu'avec le système d'éducation, c'est la même chose. Pour avoir parlé avec un directeur d'école niveau secondaire, il dit, on appelle à la maison. Mais votre enfant a fait telle chose. T'sais. Ah! La réponse typique de bien des parents. Il me racontait son expérience à lui, peut-être encore une fois anecdotique. Mais ça m'avait surpris. C'est, écoutez, nous, on essaye de faire quelque chose, mais si vous pouvez faire quelque chose avec lui, là, tant mieux. Puis c'est souvent des garçons qui avaient des problèmes de discipline. On en revient à ça un petit peu, tu sais.
Ou est-ce que ce soit le sport ou le système d'éducation, c'est pas mal la même affaire. Mais la beauté de la chose, je trouve, c'est que le sport, surtout le sport-études, que ce soit hockey ou autre chose, quelconque activité, ça crée un esprit de corps. Comme, tu sais, au point de vue militaire, là, on raffole de ça parce qu'on a un esprit de corps, on se regarde pas juste l'un et l'autre, tout le monde regarde dans la même direction. Ouais. Puis ça nous éloigne aussi de... On sait que c'est pas facile l'adolescence, puis qu'est-ce qui se passe à la maison, bon, on n'a pas de contrôle, puis etc., etc. Mais quand tu as la chance de participer à un programme de concentration, hockey, etc., ou que ce soit de la musique ou quoi que ce soit, ça vient déjà t'éloigner du trafic, là, où que tu pourrais te faire frapper par la vie, là, si on peut dire comme ça. Ben oui. Puis c'est la beauté. Donc, c'est encore là, j'en reviens, c'est pas le sport pour le sport, c'est tout comme toi, tu as vécu quand tu étais jeune. Savoir qu'est-ce que ça va m'apporter plus tard. Tu ne le sais pas encore quand tu as 12, 13, 14, 15, 16 ans. Un jour, par exemple, ça va un jour, ça prend tout son sens. Ça te sert déjà au moment que tu le vis, mais tu ne le sais pas vraiment encore parce que tu as la double ignorance. Tu ne le sais pas que tu ne le sais pas. C'est plus tard que tu vas le découvrir. Exact. Mais tout ça, c'est vraiment... mais je trouve que c'est presque... en tout cas, c'est mission, missionnariat, missionnaire, évidemment, c'est tous des mots dérivés de la même racine. Ça veut dire... on prend le bâton du pèlerin puis on avance. Bien, écoute, tu essaies de faire le mieux que tu peux. Puis, il y aura toujours des gens contents, pas contents. Puis, tu n'as pas toujours des success stories. Là. Non, absolument. C'est comme ça. Un travail d'éducation, parce que, tu sais, c'est sûr que, bon, on se dit les vraies affaires. Bien, les parents qui voient leur enfant qui va finir dans la Ligue nationale, tu sais. On pourrait prendre, dire, ben non, mon enfant, je vais l'éloigner des tentations, je vais lui donner ce que moi, j'ai peut-être pas eu, c'est-à-dire un bon encadrement, des belles valeurs, une forme physique, etc. Puis, j'ai la chance d'avoir quelqu'un comme un Stéphane Goyette, par exemple, qui va contribuer, finalement, à l'épanouissement de mon ado, de mon enfant, que c'est pas toujours facile dans la vie. Puis là, moi, puis évidemment, c'est un vœu pieux, mais si les gens pouvaient penser... Et au-delà de la performance, c'est sûr que c'est important de savoir que c'est comme une espèce de fierté. Là, moi, je ne referai pas le monde aujourd'hui. Ben mais non. Puis, pour avoir observé des choses, tu fais comme, mon Dieu, ils vivent un peu par procuration ou ils se projettent. Mais tu sais, ça, moi, j'ai rien contre ça. Mais non. Qu'un parent voit son fils dans la Ligue nationale, honnêtement. Ce bout-là, ça ne me dérange pas. OK? Parce que même moi, je rêvais de l'être, puis jamais je vais dire, je vais péter une bulle à un jeune, dire, ben non, tu peux pas y aller, t'es pas assez bon, etc. Non. Ce que je dis, tu veux aller dans la Ligue nationale, oui, OK, mais là, il faut que tu travailles fort. Tu sais, il y a plein de choses que tu vas devoir faire. Il faut que tu sois aligné. Exact. Puis, moi, je pense que là, c'est là que le parent arrive, puis je trouve ça intéressant, de l'encourager, lui donner les outils nécessaires pour qu'il réussisse, d'y faire comprendre ce que ça prend, etc. Jusque-là encore, ça va bien. Sauf qu'à un moment donné, si tu donnes tu sais, quand tu le mets dans une équipe de hockey, ou que tu le mets à l'école, que tu le mets dans quelque chose, c'est comme donner par procuration le droit de, ou tu sais, tu dis, OK, je te fais confiance, gars, je mets ça. Bien, c'est sûr qu'il le fera peut-être pas comme toi. Non. Il le fera peut-être pas comme toi tu veux. Parce que si tu veux que ça se fasse comme toi tu veux, bien, donne ton nom. Vas-y, coacher, ça va se passer comme tu veux. Exact. Puis tu vois qu'on est tous des êtres humains. On en fait des erreurs. Moi, là, le premier, là, puis j'ai aucun problème à les prendre, puis les avouer, puis dire, ben c'est vrai, je me suis trompé, puis dire, je vais faire un effort là-dessus, voyons donc, puis tu sais, je veux changer des choses. Mais je trouve que trop vite, on pitche la pierre. Trop vite. Puis dans le hockey, c'est un peu ça. Ah, le coach a fait ci, le coach a fait ça, la ligue a fait ci, le hockey mineur a fait ça, l'autre a fait ça. Hey, on a une part de responsabilité aussi. T'sais. Et voilà. Alors, c'est important de... Moi, j'ai appris à faire la part des choses avec ce que j'ai vécu, puis ça m'a aidé à prendre du recul. Puis je peux te dire, malheureusement, je ne coacherai plus jamais. Non. Ça me tente plus. J'ai perdu... Pas j'ai perdu le goût, j'ai adoré ça. Mais ce bout-là, je n'ai pas envie de dealer avec. Fait que je préfère rester dans mes souliers puis faire ce que je fais de mieux. Puis dire, ben OK, moi, je vais entraîner les jeunes, puis je fais ça. Mais j'ai vu c'était quoi coacher. J'ai vu c'était... Puis c'est mauditement pas facile. Puis en même temps, l'avantage que ça t'a donné, c'est d'avoir un regard nouveau sur cet important travail qu'est le coaching.
Alors, puis c'est comme, finalement, c'est quelque chose dont tu n'aurais pas pu parler. Oui, tu aurais pu lire un livre là-dessus. Ben oui, l'enseigner. ben oui. Mais là, Oui. tu l'as vécu, ce qui est encore mieux. Oui, oui. Je pense que cette expérience est applicable dans la vie de tous les jours. Écoute, Stéphane, je te remercie infiniment. C'était vraiment très plaisant. Alors, je rappelle, j'avais comme invité aujourd'hui Stéphane Goyette, président et fondateur de Goyette 360, en fait, qui est un spécialiste en préparation physique pour hockeyeurs. Et en fait, il prend en charge la vie d'athlète de nos jeunes. Puis aussi, depuis peu, il redonne des espoirs à ceux qui en ont peut-être perdu, c'est-à-dire avec ton école, ton oui. camp d'entraînement, Oui. pour les gens qui jouent dans les ligues qu'on appelle les De ligues de garage. garage. Mais Ouais. ça, on est 50, 60 000 au Québec. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de glace disponibles, parce que c'est en grande demande. Écoute, je te remercie beaucoup pour ta générosité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, est-ce que tu as un petit conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices, comme le mot de la fin, là, qu'ils soient parents ou qu'ils ne soient pas encore parents? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Bien, en tant qu'entraîneur, là, je vais te dire la même phrase que j'ai dit tantôt. Tu sais, votre corps, c'est le seul moyen de transport qu'on a pour le reste de la vie. Prenez-en soin. Puis restez actif le plus possible. Tu sais. Ce serait Absolument. ça. Et puis, moi, le mot de la fin, c'est gardez le sourire. Salut tout le monde. Ciao. À la prochaine. Merci, bye-bye.